l'appelait le mogul absolu. Un architecte de hit parade qui transformait la moindre rime en lingot. Shaun, Didi, Combs, silhouette impeccable, lunettes teintées, costume qui épousait la lumière des flashs, n'avait qu'à tendre la main pour que l'industrie se plie. Pendant 3 décennies, il dicta les tendances. Musique, vodka, parfum, télé-réalité. Une réussite colossale saluée par tous les magazines d'affaires. Pour le public, Didi était l'incarnation du rêve américain version hip-hop. Audace, flair, charisme flamboyant, self-made billionnaire. Mais derrière la soie et les projecteurs se cachait-il autre chose? Jusqu'au 16 mai 2025, la question restait une rumeur enfouie dans les forums ou les coulisses. Le 17 mai, au tribunal fédéral de Manhattan, l'empereur a dû poser sa couronne de velours sur la table des accusés. Et dès la seconde journée d'audience, lorsque Cassie Ventura, ex-compagne, ex-protégée, ex-collaboratrice artistique, est entrée, ventre arrondi, robe chocolat moulant sa grossesse, la salle a basculé dans un silence de crypte. Ce qui suit est le déroulé complet, sans ellipse ni duplication, de cette journée historique. La chute d'une image, la parole d'une femme, le choc d'un empire qui vacille. 2005, Cassie, 19 ans, mannequin occasionnel, rêve d'enregistrer un album. Elle rencontre Didi par l'intermédiaire d'un producteur. Il a alors 36 ans, pèse déjà plusieurs centaines de millions et dirige Bad Boy Records. Il m'a promis les étoiles et le studio. Je l'ai cru. Contrat de 10 albums, appartement payé, styliste personnel. La métamorphose est instantanée. Mais, affirme Cassie, les faveurs ont un prix invisible, horaires imposés, téléphone contrôlé, collaboration censurée quand elle menace l'ego du mogul. Sur les tapis rouges, le couple brille. En coulisses, dit-elle, se met en place un système de surveillance. iCloud partagé sans consentement. Logiciels espions installés sur son smartphone. Chauffeur chargé de signaler chacune de ses sorties. À l'époque, la presse people applaudit la romance. Aucune fissure n'apparaît dans la façade marketing. 9h12. Didier arrive, cortège d'avocats en queue de pie. Sourire calculé. Téléobjectif déclenché, il lève la main comme sur un tapis rouge. 9h17. Cassie s'installe. Elle ne regarde pas l'accusé. Main croisée sur son ventre. Le jury l'observe, curieux de cette femme qu'aucun micro n'a jamais vraiment entendue. Le juge appelle au silence. Le procureur se lève, d'une voix sans emphase, annonce. Nous allons entendre aujourd'hui ce que M. Combs a tenu secret pendant 15 ans. Didi croise les bras. Confiance de marbre. Cassie commence par le début. Une rencontre en plein soleil qui vit rapidement à l'ombre. Elle décrit des SMS où il exige des preuves photos de sa localisation, des emails où il menace de reporter la sortie d'un single si elle refuse de l'accompagner à une soirée. La défense objecte. Pertinence? Le juge laisse passer. Cassie poursuit. Voix légère mais ferme. On entend à peine un souffle, tant l'assemblée retient le sien. Elle parle d'une liste informelle qu'elle surnomme les règles invisibles. Répondre au message de Didi en moins de 60 secondes. Ne jamais boire d'alcool en public sans son aval. Prévenir avant toute publication Instagram, même sponsorisée. Des sourires sceptiques apparaissent sur les bancs de journalistes. Chacun songe aux stratégies d'image habituelles dans le showbiz. Mais Cassie ajoute, quand je manquais à une règle, il me faisait projeter la vidéo d'un loup abattant une brebis. Et il écrivait, devine qui est le loup? La salle se crispe. Didi baisse les yeux pour la première fois. Vient alors le terme qui va hanter la journée. Freak-off. Cassie l'annonce presque en chuchotant. Le greffier la fait répéter pour que la sténographie soit claire. Elle explique. C'était le nom qu'il donnait aux soirées où il me demandait d'avoir des relations sexuelles avec un inconnu. Il choisissait l'hôtel, la lumière, la position des caméras. Lui, il regardait. Elle précise qu'à 22 ans, elle acceptait, par amour, persuadée que c'était un test. Elle décrit la sensation de se voir comme un accessoire animé. Le procureur affiche des captures d'écran, un planning Excel envoyé par un manager où l'on lit Suite 604, 23h, guest confirmed, lingerie white. Didi se penche vers son avocat, griffonne frénétiquement. La défense se lève, objection sur la provenance des fichiers. Rejeté. Cassie énumère au total 37 freak-off entre 2008 et 2015. À chaque date, elle associe un détail, un parfum, un accessoire, parfois un simple mot. Le rythme s'emballe. On croirait entendre le cliquetis d'une machine à coudre qui accélère jusqu'à la déchirure. Une journaliste vétéran confiera plus tard. Je n'avais jamais vu un jury blanchir de cette façon, comme si l'oxygène disparaissait. Nouvel acte. Cassie raconte la villa de Miami,
2012. Une dispute au sujet d'un featuring potentiel avec un jeune rappeur. Elle souhaitait collaborer. Didi disait non. Il a claqué la porte, saisi mon bras et j'ai senti mes pieds quitter les marches. J'ai roulé 6 marches plus bas. Je suis resté immobile parce que j'espérais qu'il penserait que j'étais mort pour me laisser. Silence de cathédrale. Didi secoue la tête. Certains jurés détournent le regard. Cassie produit un rapport d'expert cyber. PhoneLog montrant l'installation d'une application espionne signée Kongs Enterprises LLC. Les métadonnées concordent avec les périodes de tournée. La défense objecte parle de faux grossier. L'expert est appelé, détaille la signature MDM, Mobile Device Management, typique d'une flotte d'entreprise. Quand il prononce le mot surveillance, Didi se met à tapoter la table. Le procureur projette ses clichés d'anciens proches, ex-chauffeur, ex-chef de la sécurité, comptable, assistant personnel, directeur artistique, médecin privé, conseiller en images. Cassie les nomme un par un et décrit leurs tâches. Couvrir les retards de studio, acheter les smartphones jetables, filtrer les invités au freak-off, fournir ordonnance de calmant sous faux nom. On ne voit plus la salle, on voit une toile d'araignée. Cassie souffle un instant. Sa main caresse son ventre rond. Puis elle lâche. Je croyais mourir cette nuit-là. À l'écran, une photo datée du 12 mai 2016. Couloir luxueux, éclat de verre sur la moquette, lampe cassée. Cassie raconte la bouteille de champagne lancée, l'isolement forcé dans la suite pour 48 heures, confiscation du téléphone. Elle montre une capture d'écran iCloud où la géolocalisation reste figée dans la suite 2314 2 jours d'affilée. Didi porte la main à son front. Il murmure à son avocat. Le micro de la défense capte. Is fabricated. Le juge intime le silence. Message audio. La voix de Didi rauque menace la famille Ventura. On entend derrière un halètement. L'enregistrement dure 36 secondes. À la 18e, Didi bondit, crie. Ce n'est pas? Le brouhaha explose. Le juge frappe, recesse. 2 huissiers accompagnent l'accusé hors salle. Dans le couloir, Didi chancelle. On lui apporte de l'eau. La presse note l'absence de certains amis qui l'entouraient le matin, comme une marée qui se retire. À la reprise, Cassie révèle des emails d'ex-collaborateurs célèbres. L'un signale « comportement incontrôlable », l'autre propose refuge. Les noms ne sont pas lus à haute voix, mais les initiales suffisent. Toute l'industrie comprend. Un message de Didi lui-même. Parlons chiffres. Ce deal efface le passé. NDA à vie. Un juré note sans lever les yeux. Une autre, jeune enseignante, essuie des larmes. La salle pèse des tonnes. Cassie conclut son témoignage par une phrase simple. Tout ce que j'ai gardé jusqu'ici, c'était pour survivre. Aujourd'hui, je le livre pour vivre. Le procureur la remercie. Elle descend du box, le pas lent, et quitte la salle sans un regard pour l'accuser. Didi rentre, visage exsangue. Le juge rappelle la prochaine audience. Rideau. Le narrateur revient, voix basse. Hier, le roi contrôlait le récit. Aujourd'hui, le récit contrôle le roi. Les couloirs dorés de la gloire ne résonnent plus de musique, mais de questions. Des questions que seul le verdict du tribunal et celui du public pourront trancher. Et ce n'était que le début. Mot-clé final, sur fond noir, démasqué. Silence de 3 secondes. Fin.
Diddy has never been as terrified as he was during day 2 of his trial. Cassie Ventura, who was his former girlfriend and the star witness on his case, dropped some pretty damning bombs during the trial. Diddy, who walked into the courtroom looking calm and composed, left the courtroom looking deflated, flustered and drained of all life and color. What did Cassie say that destabilized Diddy that much? Let's explain every little detail to you. It's actually uglier than you would want. On May 14th, 2025, the second day of Sean Diddy Combs' federal sex trafficking trial unfolded in a Manhattan courtroom, with Cassandra Cassie Ventura delivering compelling testimony that shed light on their tumultuous 11-year relationship. Cassie Ventura's testimony. Visibly pregnant and composed, Ventura recounted years of alleged abuse and manipulation by Combs. She detailed being coerced into participating in freak-offs, drug-fueled sex parties with male escorts, often under the influence of substances provided by Combs to help her dissociate from the traumatic experiences. Ventura described how Combs exerted control over various aspects of her life, including her appearance, career, and communications. She testified about instances of physical violence, including a documented 2016 assault in a Los Angeles hotel where surveillance footage showed Combs dragging her by the hair. Evidence presented. The prosecution presented corroborating evidence, including photos of Ventura's injuries and the aforementioned surveillance video from the 2016 hotel incident. Additionally, male escort Daniel Phillip testified about being paid for these encounters and witnessing violence during the events. Reactions in the courtroom. The courtroom remained tense as Ventura recounted her experiences. Observers noted that Combs appeared stoic throughout the proceedings. The jury listened intently, with some members visibly affected by the testimony. Ventura described how Combs controlled her personal and professional life, forcing her to participate in drug-fueled sex sessions, referred to as freak-offs, with male escorts across various cities. She testified about enduring emotional and physical abuse, including being hit, dragged, and humiliated, and said she feared the release of video recordings intended as blackmail. Cassie also recounted Combs using intimidation tactics, including brandishing weapons and micromanaging her appearance. Combs allegedly prioritized these freak-offs over her music career, stalling her record releases. Surveillance footage shown in court corroborated